Bonjour les amis, je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue de Rivoli, cette belle et grande artère qui porte le nom d'une célèbre bataille remportée par Napoléon Bonaparte en Autriche en 1797. La rue de Rivoli, c'est une rue bien rectiligne de plus de 3 km de long, tracée par le baron Haussmann et qui démarre derrière l'hôtel de ville pour se terminer place de la Concorde. Une rue commerçante et cossue où se côtoient grandes enseignes et hôtels de luxe, mais aussi des lieux surprenants. Les grands et petits secrets de la rue de Rivoli, c'est tout de suite dans ce nouveau numéro de Paname. Au sommaire de ce numéro de Paname qui s'étend le long de la rue de Rivoli, Sébastien Godard est pâtissier de métier et pourtant c'est bien lui qui détient la palme du meilleur croque-monsieur de la capitale. Ouais, c'est ce qui a été dit, mais pour être sûr, il faut goûter. Comme tous les monuments, la tour Saint-Jacques n'échappe pas à un petit lifting de temps en temps. Jean-François Lagneau est le dernier architecte à lui avoir donné un coup de bistouri. Bon, ben voilà votre petite récompense. Oui, ça vaut le coup de monter 365 marches. Au 59 Rivoli, visite d'un immeuble entier qui a été squatté il y a presque 20 ans par un collectif d'artistes un peu déjantés. La grande différence entre un zoo et ici, c'est qu'on peut donner à manger ici aux artistes. C'est sous les arcades, là où se promenaient les très élégants dandys, que se retrouvent naturellement Yvan et Frédéric Gersal pour évoquer l'histoire de la rue de Rivoli. Bataille, ça sent la bataille, ça, oui. Mais tout de suite, Yvan a une petite course à faire avant son premier rendez-vous rue de l'Arbre Sec, où se trouve une véritable mine de papier. La Galcante, avec ses 8 millions de journaux, est la plus grande librairie de presse ancienne d'Europe. Et comme souvent dans une mine, on y cherche des trésors. Salut Romuald. Salut. Ça va? Ça va très bien. Tiens, un cadeau. Ah, merci, ça c'est sympa ça. Ah, C'est oui. pas très original, mais c'est utile. Ah oui, c'est utile, ça va servir. Peut-être pas tout de suite aujourd'hui, demain, mais ouais, ça, Oui, parce ça que va servir. Ce que tu tries, apparemment, c'est pas d'aujourd'hui. Ah non. Ça c'est en l'occurrence 1956. C'est une belle collection d'humanité, où est-ce que tu as trouvé ça? Eh oui. Bah, je suis allé chercher ça dans les Alpes. C'est un trésor pour vous, ça. C'est un trésor, effectivement. Regarde ça. 14 avril 61, voilà. Ah oui. Tout Moscou attend l'héros du cosmos. C'est Gagarine. le premier homme dans l'espace. Donc Yuri ça, Gagarine. Ça, c'est une pépite, là. Oui, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, oui, c'est vrai. On ne le voit pas tous les jours. Donc ça, ça, là, c'est rare. ça va valoir cher, ça. T'as une Oui. idée, à peu près? Ouais, je pense qu'on peut le vendre dans les 120, 150 euros quand même. Ah oui, quand même. Oui, oui. Donc, Oui, parce que c'est assez rare, oui. Et ça t'arrive souvent de trouver des pépites comme ça? Ça dépend. Tu sais à peu près ce que tu recherches, quand même, parce que tu connais quand même Oui, l'histoire. il y a toutes les thématiques que tu vois dans les boîtes à la boutique. Hein. C'est thématique. Donc, quand je trie le journaux, je regarde s'il y a un thème qui m'intéresse, qui intéressera les collectionneurs. Tu me montres comment c'est organisé, tout Bien ça? sûr, il n'y a pas de problème. C'est là. C'est là, voilà, exactement. Ah oui. Oh, voilà. on commence par Catherine. Oui, par exemple, Catherine Deneuve. Tout ça, c'est les rangements thématiques. Hein. Donc là, c'est des acteurs, Là, c'est des acteurs. comédiens, En l'occurrence. Delon. Ah, Obama, c'est pas un acteur. Non, mais bon, on a tellement peu de place qu'on les met un petit peu là où on peut. Par exemple, les célébrités, c'est laquelle la plus demandée, la plus prisée? Bah, je pense que c'est quand même Brigitte Bardot. Hein. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Elle fait encore ah la oui, une, c'est elle. la star française. Ça, C'est la star net. Ah oui, oui. c'est vrai. Bah, montre-moi ce qu'il y a sur Brigitte Bardot. Ah, il y a 4 boîtes pour elle. Ah oui, oui, quand même. Que Vraie bon star. Ah, c'est la star. C'est incroyable. Jour de Paris. Le Paris Jour. Paris Jour, oui. Parmi les journaux les plus anciens, c'est lequel? Ah, les plus anciens qu'on a, il me semble que c'est 1784. Ah, il doit être par ici. Alors, 1784. Tu vois Mardi 14 septembre 1784. Donc ça, c'est le journal de Paris. Disons, c'était tout petit à l'époque. Hein. Oui, c'était pas grand. Juste une feuille. Effectivement. Et alors, le plus cher, allez,
Si on aime bien, nous, les plus. Ah, le plus cher qu'on a vendu, c'est quand même J'accuse de Zola. Hein. Combien? 3000, 3005, je ne me rappelle plus exactement. Et là, c'est le domaine de Jacques. Exactement. Le patron. C'est quoi la date ta date de naissance, c'est quoi? 18 juillet 64. Je reviens. Bonjour, va, Jacques? bienvenue. Très bien. Donc c'est vous, Jacques, qui avez repris cette maison? Oui, tout à fait, il y a un petit peu plus de 10 ans. Toutefois, ça fait 30 ans que je travaille ici. C'est le fondateur Christian Bailly qui m'a engagé lorsque j'étais encore étudiant. Au départ, c'était un job d'été. Une deuxième année de suite, et troisième année, je signais pour 30 ans. Voilà, et il y a 10 ans, j'ai racheté la boutique. Et qui sont essentiellement vos clients? Alors, il y a différentes sortes de clientèle. Il y a ceux qui viennent uniquement pour leur sujet de prédilection, des collectionneurs. Ensuite, il y a évidemment les particuliers qui viennent chercher les cadeaux de naissance, anniversaire. C'est ça qui a en fait lancé l'idée de la boutique et du journal de la naissance. Et pour finir, il y a aussi tout ce que moi j'appelle entre guillemets les professionnels, c'est-à-dire les gens du milieu de la mode, couture, voire les avocats qui ont besoin d'avoir de preuves tangibles, imprimées à telle date dans le journal. Et voilà, le journal de ton anniversaire. Comment ça? Voilà, mon anniversaire. Le 18 juillet 86, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je sais qu'il faisait très chaud, enfin pas moi, je m'en souviens pas, mais ma maman me l'a dit, très chaud, 34 degrés, 2 à Paris. Et voilà, je suis né le 18 juillet 64, hein, ça passe bien. Même pas ton horoscope aussi, tiens. Ah oui, mais avec tes lunettes, s'il te Normalement, plaît. tu sais quoi? Tiens, tu sais, on est équipé ici. Ils font l'horoscope des enfants qui sont c'est nés marqué. aujourd'hui. Naissance. Voilà. Très bonne journée, c'est marqué, ça commence Voilà. comme ça. Merci beaucoup Ben, merci. pour Merci cette d'être venu. découverte, parce que c'est vraiment un lieu unique. Hein. C'est vrai. Parlons un peu d'histoire maintenant. Celle de la rue de Rivoli commence dans sa partie occidentale, c'est-à-dire sous les arcades proches du Louvre et du jardin des Tuileries. Et c'est là qu'Yvan doit retrouver notre promeneur historien préféré, Frédéric Gersal. Allez, en voiture, Simone. On est parti pour une belle balade, c'est l'endroit idéal ici. Bah, évidemment, rue de Rivoli, au cœur de Paris. Mais, vous savez Pourquoi que rue de Rivoli? Ah, Bataille, ça sent la bataille, ça, oui. Une bataille gagnée par Bonaparte lors de la campagne d'Italie. On est en 1796, 1797. Il y a eu le pont de Lodi et la bataille de Rivoli. 2 victoires de Bonaparte face aux Autrichiens en terre italienne. On l'a échappé belle, hein, ça aurait pu s'appeler la rue Spaghetti Ou Ponzani. Ponzani. Ah non, pas de pub. Ça s'appelle donc Rivoli. Oui. Et c'est donc Napoléon qui l'a percé alors? Alors absolument, c'est la volonté de Bonaparte qui n'est que premier consul à l'époque, il n'est pas encore Napoléon, on est en 1800 et il souhaite avoir une grande artère pour permettre aux gens de se déplacer, d'aller du Louvre, que l'on a juste à côté, jusqu'aux Tuileries, donc des lieux de pouvoir. Et en fait, c'était tout un quartier qui était très fermé. Et ce qu'il veut, c'est non seulement l'aérer, permettre d'isoler un petit peu les lieux de pouvoir, mais en même temps qu'ils soient accessibles pour la plupart. Donc on va faire une vraie rupture entre le côté ville et le côté pouvoir, avec cette rue de Rivoli qui fait quand même 3 km de long. De la Concorde jusque derrière l'hôtel de ville. Oui, parce qu'on va jusqu'à Saint-Paul. Alors l'idée, c'est de faire une promenade qui permet d'être à pied sec Et on en profite d'ailleurs. et à tête sèche. Hein, ça veut dire qu'on peut se promener, parce que c'est un lieu de balade, vous savez. Et l'intérêt aussi, c'est de construire ces arcades à l'intérieur desquelles il va y avoir des habitations, des commerces, mais attention, des commerces très spécifiques. Alors, on n'a pas le droit de tout faire. Non, on n'a pas le droit, par exemple, de mettre des commerces de bouche. On ne veut pas. Pas de boulanger, par exemple, pas de boucher. Oui, et puis surtout, pas de four. Il ne faut pas qu'il y ait de fumée, il ne faut pas qu'il y ait des artisans qui fassent du bruit avec des marteaux. Donc, on exclut ces corps de métier volontairement. Donc pas de vie de quartier quelque part. Voilà, c'est un peu ça. Ah, ça y est, un nouveau calme. Non, c'est vrai que c'est l'endroit idéal quand même. Ah, c'est formidable pour se promener. Donc, pas de commerçants, pas d'artisans, et puis pas de pancartes, vous savez, pour afficher
tel commerce ou tel autre. Non, donc ce sont des lieux d'habitation cossus. Oui, chic. Ah oui, oui, c'est de la high society, comme dirait Napoléon qui avait horreur des Anglais. Des Anglais, effectivement. D'où la présence d'hôtels de luxe. Alors oui, ça joue, évidemment. Je vais vous laisser là parce que moi, il faut que j'ai autre chose à faire. Et vous allez où? Ah, moi, je vais de l'autre côté, dans la partie où il n'y a pas d'arcade de la rue de Rivoli. Alors vers Napoléon Oui. III. Moi, je vais dans un squat d'artistes. Ah, Pas tout à très fait la bien même aussi, chose. non. Bah alors à bientôt. À bientôt. J'ai mon petit rendez-vous Oui, là. allez-y. Rendez-vous maintenant au 59 rue de Rivoli. Ici, des artistes ont réussi le tour de force de transformer un immeuble qu'ils squattaient à la fin des années 90 en l'un des lieux les plus cool et les plus visités du centre de Paris. Depuis que la ville a racheté l'immeuble en 2001, le squat est toléré à condition d'être ouvert au grand public. L'un des pionniers de cette aventure, Gaspard Delanoë, y a toujours son atelier, un musée insolite coincé dans un coin du 4e étage. Gaspard. Oui. Ah, tu es là. Oui, je suis là, bien, entre. Mais je vois que tu as trouvé ton chemin dans le Mais musée oui. Igor Balout, bienvenue. Mais qui est donc Igor Balout? Alors Igor Balout, c'est un personnage qu'on a trouvé dans un annuaire il y a une vingtaine d'années. On a pioché nos doigts dans l'annuaire, on les a jetés dans l'annuaire et on est tombé sur Igor Balout. On a fermé l'annuaire, on l'a brûlé. Ouais. Et depuis 18 ans, on essaye de reconstituer l'identité fictive d'Igor Balout. Donc on ne sait pas qui c'est. Ouais, c'est une démarche un peu dadaïste, c'est ça, non? Complètement dadaïste. Peut-être qu'un jour, il viendra. Igor Balout va venir et va nous dire vous êtes chez moi. En tout cas, il a une vie remplie, hein. Oh là là. Ouais, il en a fait des choses. Alors, le principe, c'est que à la fois, je récupère des objets que j'ai trouvés dans la rue, qui sont au rebut, à l'abandon, et en même temps, il y a des artistes qui viennent faire des dons, donc des œuvres d'art qui sont offertes. Et il y a également les visiteurs. Je ne sais pas si tu as vu, il y a plein de tickets de métro. En fait, tu sais, depuis que le pont des Arts, ça ne marche plus. Ah oui, avec les cadenas. L'histoire des cadenas. Les amoureux, ils viennent ici, ils écrivent leur nom sur le ticket de métro. Truc plus truc égale amour éternel. Et ils le mettent là parce que ça marche ici. Et moi, je me déplace à vélo, mais je l'ai quand même pas. Je crois que j'ai quand même un ticket de métro dans ma poche. Attends. Hop. Regarde, ben voilà. Faut être amoureux ou pas? Non. Ah ben si. Ah ben si t'es pas amoureux, ça marche pas. Voilà. Voilà, c'est bon. Oh, tu me fais visiter le reste? Oui, on va Pas par là? par là. Ah bah voilà. Et là, on arrive où alors? Alors là, on arrive, en fait, tu vois, dans les ateliers, il y a 30 artistes qui sont dans l'ensemble du lieu. Il y en a 12 ou 13 qui sont permanents. Et il y en a 17 qui sont en résidence temporaire pour 6 mois. L'idée, c'est de faire bénéficier aussi à d'autres artistes d'une résidence ici pendant 6 mois pour pouvoir, d'une part, se confronter au lieu et puis se rentrer dans des réseaux d'artistes. Parce qu'on aimerait bien ici avoir le plus de représentants de gens un petit peu de la planète. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a une Mexicaine, il y a des Japonaises, il y a une Colombienne. On va les voir, ces gens-là? Oui, on va les voir. Bravo. C'est très sympa. Ça arrive souvent, ce genre de... Oui, il y a notamment le samedi et le dimanche en concert gratuit dans la galerie à 18h, tous les samedis et dimanches de l'année, des concerts qui sont proposés. Gaspard, il faut accepter aussi que le public vienne, hein, parce que c'est un endroit ouvert au public ici. En effet, les artistes sont informés que quand ils travaillent ici, ils vont devoir travailler sous le regard des visiteurs, ce qui est une contrainte. Oui, parce que généralement, ils aiment bien être cachés, les artistes, quand même. Oui, après, nous, la proposition qu'on fait au 59 Rivoli ici, c'est une des seules propositions au monde qui existe comme celle-là. Donc si les artistes ont besoin de tranquillité, c'est pas ici qu'il faut qu'ils viennent. Ils savent qu'ici, c'est un endroit qui est public, dans lequel il y a beaucoup de monde, il y a des visiteurs, et on leur demande d'être présents, d'être en interaction avec le public. On leur demande d'être un petit peu des performeurs. Et les artistes, ils ont pas l'impression d'être un peu au zoo, quand même, qu'on les regarde comme ça? Honnêtement, la grande différence entre un zoo et ici, c'est que d'une part, ici, les artistes sont libres et qu'on peut donner à manger ici aux artistes. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Ah, Francesco. Oh, Le pilier de la maison, ça va? bien. T'es là depuis le début, je crois, non? Ouais, ça fait quelques années maintenant. L'immeuble était abandonné. Ouais. T'as fait partie des premiers squatteurs. Voilà, c'était il y a, Ouf. il y a 17 ans à peu près. Et t'es resté. Pourquoi t'es resté ici, 17 ans? Pourquoi? Parce que c'est une maison exceptionnelle. Ouais. En plus, on est assez bien placé à Châtelet. Et oui. Du coup, il y a le monde entier qui
qui passe. qui défilent dans la maison. Mais donc. ça, je voudrais savoir, quand on est artiste et qu'on voit comme ça passer des visiteurs et tout, c'est quand même un peu stressant, non? On a peut-être envie d'être tranquille, non? Non. Regarde par exemple. Là, on prend un peu de bleu ici. Oui. Ah, tu t'inspires du visiteur qui passe. Moi, en l'occurrence. Exactement. Donc, si tu n'avais pas été là, Oui. comment ton image aurait-elle pu apparaître dans la Sur peinture? une toile. Ah, tu fais participer aussi les Ah, bah, bien visiteurs. sûr. Voilà. Je peux faire ce que je veux. Voilà, il suffit juste de ne pas réfléchir. Pas réfléchir. La réflexion tue la création. Ouais. Hop. Ah, bah, je savais pas qu'il y avait un atelier bar et apéro aussi. C'est une tradition artisanale. Je vois que tu sais tout faire. Bravo. Avec quoi? Avec une vis? Une vis, il faut beaucoup de vis. Oui. Eh bien, écoutez, merci de votre accueil en tout cas. Hein. Longue vie au 59. Voilà. Hein, c'était vraiment un endroit original, sympathique et très, très différent. La tour Saint-Jacques, c'est le véritable phare du quartier. Mais qui se souvient qu'avant d'être une tour, elle était le clocher d'une église détruite lors de la Révolution? Elle ne doit son salut qu'à sa nouvelle fonction de tour de guet pour surveiller les alentours. Mais aujourd'hui, c'est à ses pieds qu'Yvan a rendez-vous avec l'un de ses plus fidèles admirateurs. Bonjour Jean-François, on va la visiter cette tour. Oui, alors simplement, pensez qu'il y a 365 marches à monter. Ah, bon bah écoutez, ça va nous réchauffer. Alors voilà, il faut commencer à prendre notre souffle. Confirmé, il n'y a pas d'ascenseur. Hein. Il n'y a pas d'ascenseur, non, il faut absolument y aller à pied. Et si Jean-François Lenné connaît si bien la tour, c'est parce qu'il est le tout dernier architecte à avoir dirigé ses travaux de restauration. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah là, c'est un endroit magique qui est vraiment tout à fait dans son jus. En fait, c'est un ancien local de la météorologie et ils étaient installés là parce qu'évidemment, le matériel était tout à fait en haut de la tour et ils traitaient les données ici. Ça date de quelle époque? Alors, ils sont installés dans les années 1880. Et c'est totalement dans son jus, vous n'avez rien restauré là, on n'a pas touché. C'est vraiment tout à fait dans son jus. D'ici, on a une vue aussi incroyable sur les vitraux. Alors ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, on a le nom de tous les compagnons et de toutes les entreprises qui ont travaillé à la restauration de la tour Saint-Jacques, donc dans les années 1850. On voit Bellu, le charpentier, La Fontaine, on voit Chenillon, le sculpteur. Ils y sont absolument tous. Ce que je remarque aussi, c'est que normalement, on peut grimper tout en haut en utilisant les échelles, là, c'est ça? Oui, ça, tout à fait. Bon, on va peut-être prendre l'escalier parce que les échelles, moi, ça me dit. Bah oui, maintenant qu'on a pu se reposer un petit peu. Bon, ben voilà votre petite récompense. Oui, ça vaut le coup de monter 365 marches. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Voilà, on domine vraiment tout Paris. On embrasse tout Paris, là. Non, nous sommes vraiment des privilégiés. Lui, là, c'est Saint-Jacques? C'est Saint-Jacques, oui. C'est le troisième Saint-Jacques parce que le premier Saint-Jacques était du début du XVIe siècle. Il a été foudroyé. Le deuxième avait été installé en 1850. Lui aussi a été foudroyé. Et là, c'est le troisième qui a été installé en 1913. Donc là, on lui a mis un petit paratonnerre. Alors, cette fois-ci, on a mis des paratonnerres pour être sûr qu'ils puissent traverser les siècles. Alors, vous avez restauré cette tour. Elle souffrait de quoi précisément? En fait, la tour est en pierre de Saint-Leu. Et comme tout édifice en pierre, il est destiné à disparaître. Et en particulier, ça commence toujours par les sculptures qui sont les plus fragiles, en particulier les gargouilles et les chimères qui participent à la signification de cet édifice. Mais restituer, ça veut dire quoi précisément? Restituer, ça veut dire d'abord, par exemple, refaire une gargouille. Alors soit on peut la refaire telle qu'elle était, ou soit on peut la refaire dans le style de l'époque. Actuellement, on a tendance, et c'est d'ailleurs la technique que l'on utilise, on restitue à l'identique de ce qui existait. Par contre, au début du XXe siècle,
on restituait des gargouilles, mais dans le style de l'époque. Et c'est comme ça que l'on voit des gargouilles avec des rouflaquettes, que l'on voit des chimères avec des poitrines avantageuses, comme on avait à la belle époque. Ça veut dire que les restaurateurs, ils s'amusaient un peu aussi? Les restaurateurs s'amusaient terriblement. Ils demandaient à un de leurs camarades de faire des grimaces ou autres pour qu'ils puissent s'inspirer des rictus, des chimères et des gargouilles. Et quand vous avez restauré, vous avez autorisé ça? Et on les incite à faire ça. Ce qu'il faut surtout permettre, c'est une grande liberté de l'artiste, même si actuellement on cherche à faire vraiment des restitutions au plus proche de l'existant. On s'arrange toujours pour que le passage de notre époque soit marqué dans la pierre. Jean-François, moi je suis impressionné par le nombre de graffitis. Il y en a plein dans l'escalier, mais il y en a aussi plein sur les piliers des tétramorphes. Ah oui, ça c'est extraordinaire les graffitis, parce qu'on a tous horreur des graffitis. Et en fait, on est pénalisé si jamais on fait un graffiti sur un monument historique. Et paradoxalement, on est ravis ici de trouver des graffitis qui sont étagés vraiment au fil du temps. Du 16e, on n'en a pas vu, mais 17e, 18e. Plus récemment, là, on a 1891, donc vraiment, on s'avance très rapidement dans le temps. Quoi, c'est et des visiteurs ça permet de dater soit le passage de visiteurs, soit le passage de compagnons qui aiment bien marquer le travail qu'ils ont pu réaliser. Est-ce que vous avez mis le vôtre quelque part? Non, je ne l'ai pas mis. Mais c'est vrai qu'il est peut-être encore temps. Je vais vous laisser un burin. Parmi les trésors cachés autour de la rue de Rivoli, il y en a un autre étonnant et très appétissant. C'est le meilleur croque-monsieur de Paris. Encore plus inattendu, c'est dans une pâtisserie qu'il se trouve. Le maître des lieux, Sébastien Godard, n'en revient d'ailleurs toujours pas du succès de sa recette de croque sucré-salé. Bonjour Sébastien. Bonjour Yvan. Comment ça va? Ça va bien, merci, bienvenue. Merci, j'arrive au bon moment. Ouais, je suis en train de préparer le croque-monsieur qui fait courir tout Paris. Le meilleur croque-monsieur de Paris, c'est ça? Ouais, c'est ce qui a été dit, mais pour être sûr, il faut goûter. Hein. Ah oui, avec double tranche de jambon. Ah oui, il faut boucher les trous. Hein. Faut qu'il y en ait partout. Voilà, faut qu'il y en ait partout, il faut qu'il y ait à manger. Sois généreux. Exactement. Non mais j'étais assez surpris en fait que j'avais pas identifié que le croque-monsieur était un plat à ce point et parisien et surtout en fait identifié français. Bon, le nom l'est, mais je pensais pas que ça avait autant de retentissement dans l'esprit des gens. Donc ensuite le comté. Et puis après on va retourner. Ah, on retourne, d'accord. On retourne dessus comme ceci. Et on arrête là, pas de... Après, on va juste le beurrer. Non, en fait, on le beurre avec du beurre fondu, ce qui va permettre... Le côté doré? Et doré et croustillant, en fait. Ça t'arrive de manger des croque-monsieur dans les brasseries dans les brasseries, oui, mais c'est devenu mon grand test. Je me mets la pression, en fait. Donc, dès que je vais dans un endroit, que ce soit le café du coin ou la brasserie, ou alors même les palaces, parce que dans tous les palaces aussi, dans les bars d'hôtel, ils en ont, c'est devenu un peu le truc, c'est de goûter pour voir si on est toujours à la hauteur. Et alors? Oui. Donc là, on va les poêler. On va les poêler. Le fait de couvrir, une fois que j'aurai tourné, on va couvrir et comme ça va chauffer à cœur et ça va fondre tout ça et ça va être normalement plutôt sympa. Allez, Zou. Tu vas t'installer? Je t'amène tout ça? Avec plaisir. À tout de suite. Je t'attends. Hein. Ah. Voilà les croque-monsieur. Merci Sébastien. C'est déjà magnifique à voir. Bon, allez, je me lance. Hein. Vas-y. Tu connais? Oui, un peu. En plus, c'est vraiment parfois, j'arrête d'en manger pendant une semaine ou deux parce que c'est un peu mon déjeuner facile et rapide. Ah oui. Effectivement, ça croustille. Et puis le moelleux en fait de cette crème pâtissière salée à l'intérieur. Du comté, qui est prononcé aussi. Oui. Ah oui, effectivement. Je n'avais jamais mangé de croque-monsieur. Donc on vient chez toi aussi pour le croque-monsieur. Aussi pour le croque-monsieur et pour les pâtisseries aussi un petit peu, qui reste quand même le cœur de mon métier. Bah oui, parce que c'est quand même ça au départ. T'es pâtissier. Je suis pâtissier. Depuis combien de temps maintenant? Depuis tout petit, j'ai envie de dire, parce que je suis né dans une pâtisserie, je suis né dans une galette, ça c'est ce que disent les gens, parce que je suis né en janvier. Et oui, ça fait une petite quarantaine d'années. Et je mange encore une bouchée de cette merveille. Après, j'aimerais bien goûter quand même ces pâtisseries d'autrefois, d'antan. Oui, avec plaisir, on a plein de choses. Moi, c'est le Puy d'amour. D'abord parce que j'aime le nom, je trouve ça super joli. Et puis c'est vrai que c'est un souvenir d'enfance. Ma mère faisait des Puy d'amour.
On peut y goûter? Ouais, avec plaisir. On a un répertoire de desserts absolument incroyable. Et tiens, voilà les desserts. Ah. Et je trouvais dommage de les laisser disparaître et de ne pas, en fait, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui continue à défendre ces pâtisseries de tradition, parce que la pâtisserie française est unique au monde. C'est-à-dire on vient la prendre du monde entier, en fait. Et nous-mêmes, Français, on l'a renié presque en voulant absolument réinventer une nouvelle. Donc j'aime l'idée d'être un petit peu le lieu où on sauvegarde cette pâtisserie de tradition. Alors là, c'est le Puy d'Amour. Le Puy d'Amour, le Mont Blanc, et puis ici, la Polonaise. Là, on est sur les arômes du rhum. Du rhum, oui. De vanille, Un rhum, de banane, extraordinaire. Ouais. J'ai très envie de te voler ton Puy d'Amour. Tiens, peut-être avec les Oui, couverts. ce sera plus ça. Et là, je peux te décerner le titre de meilleur je Puy sais pas. d'Amour. Après, celui de ma mère, mais non. Une merveille. Non, franchement, il est très très bon. Merci. Bravo. Merci Sébastien. Merci à vous. On va se quitter sur ce Puy d'Amour, sur ce Mont Blanc et puis sur cette Polonaise. On a passé un super moment dans ce quartier, c'était très sympa. Je vous invite vraiment à découvrir cette rue de Rivoli qui est très différente entre son début du côté de l'Hôtel de Ville et jusqu'ici. Il y a quand même 2 rues de Rivoli. Mais je vous invite vraiment à venir la découvrir. On se retrouve aussi sur France3.fr pour revoir cette émission. Vous pouvez aussi venir me parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Je termine mon Puy d'Amour. Merci Yvan. Merci à toi. Et les bons plans, bien sûr. L'endroit parfait pour celui qui cherche un cadeau sympa et original pour un anniversaire, la librairie de presse ancienne La Galquante. Allez parler d'art avec les artistes plasticiens de l'After Squat au 59 rue de Rivoli. Ils n'attendent que ça. Et enfin, rendez-vous pour une pause gourmande dans la pâtisserie Salon de thé de Sébastien Godard. Cela ne peut vous faire que du bien. À consommer sans modération, bien sûr.